Bonjour Louis Magnier. Bonjour Anne. Merci d'être sur le plateau ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. Alors j'ai envie de vous dire bon anniversaire. Merci beaucoup, ouais, 16 ans aujourd'hui. Ouais. La réserve naturelle, 26 janvier 2007, un décret qui officialise et qui sanctuarise quelque part cet îlot Mbouzi. Alors pourquoi avoir fait de cet îlot une réserve naturelle? Qu'est-ce que cet îlot a de particulier? Alors cet îlot, c'est, si on regarde du côté végétal, c'est d'ailleurs ce qui a justifié la mise en réserve, c'est plus de 300 espèces végétales, pour la plupart indigènes, quelques endémiques, une endémique stricte de l'îlot, et surtout une forêt caractéristique en fait de ce qu'étaient les forêts de Mayotte à l'origine, il y a pas mal de milliers d'années. C'est une forêt à ébène des Comores. Donc l'ébène des Comores, c'est une espèce qui est endémique de Mayotte et qui est caractéristique des forêts de basse altitude en fait, qu'on retrouve normalement sur tous les bords de Mayotte. Et aujourd'hui, on ne le retrouve plus que sur l'île Mbouzi, où il nous reste 11 hectares de forêt donc caractéristique à ébène des Comores, un peu à Sazilé. On retrouve aussi cette forêt à ébène des Comores et un petit peu à Moélie, sur une des îles d'ailleurs dans le parc. Alors, 2007, création de la réserve naturelle. Vous êtes, enfin en tout cas, vous travaillez pour les naturalistes de Mayotte. On ne l'a pas dit, mais la réserve est gérée par les naturalistes de Mayotte. Depuis quand ? Alors, il y a toujours une petite latence qui existe entre la création, le décret de création d'une réserve et sa mise en gestion. Il faut écrire les plans de gestion, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire dans cette réserve, pourquoi elle a été créée et ensuite comment on veut faire pour restaurer, conserver du coup cette réserve. En 2008, c'est le début de la gestion un peu effective avec un plan de gestion, avec des directives, qu'est-ce qu'on veut faire donc, de ce territoire. L'objectif principal, donc, c'était de conserver cette forêt à ébène des Comores. Ensuite, il y a eu les maquis qui ont marqué l'histoire de l'îlot et l'histoire de sa gestion, avec une association, Terre d'Asile, dans les années 2000, qui est donc a amené une population de maquis sur l'îlot. Donc il y a une première gestion en fait, qui a été faite avant même cette mise en réserve. Gérer, en fait, c'est juste se demander ce qu'on va faire de quelque chose, et c'est ce qui a été fait. Ensuite, ce qui était une réserve à maquis en fait, dans le début des années 2000 est devenu une réserve naturelle au sens donc, officiel du terme, avec un décret ministériel de création, de réserve. Et donc, au fil des années, on améliore en fait nos objectifs, on se pose des questions peut-être un peu plus précises, on découvre aussi énormément de choses en étant le nez souvent sur place. On a découvert des espèces, donc une espèce par exemple végétale, donc vraiment endémique de l'îlot. Ça, c'est des genres de choses où il y en a sûrement d'autres, hein, et sur d'autres îlots, à Mayotte ou ailleurs. On sait qu'on découvre des choses tout le temps, mais c'est qu'en mettant le nez dedans qu'on avance, quoi. Alors aujourd'hui, vous expliquez que la nature a repris ses droits à force de travail et puis d'abnégation quelque part, parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on va de déception en déception avant d'obtenir des résultats. Mais parlons que du positif. La nature a repris ses droits sur l'îlot Mbouzi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'en 97, donc quasiment toutes les années 1900 jusqu'en 97, l'îlot a été cultivé. Et sur donc, ces 82 hectares de terre, il n'y a que 11 hectares qui n'ont pas été défrichés pour l'agriculture. 11 hectares, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pourquoi 11 hectares? C'est aux endroits où la topographie en fait, limite l'accès et c'est pas très rentable d'aller cultiver sur des crêtes un peu pentues. Aujourd'hui, la forêt, elle a recouvert... Donc c'est pas une forêt primaire. Les 11 hectares qui restent, c'est donc de la forêt primaire. C'est ce qui est rare en fait en France, en métropole, de la forêt primaire. Ça existe presque plus. En Europe, ça n'existe quasiment plus. Il y a que quelques coins dans l'Est. Et cette... je me suis perdu. La forêt primaire, donc qui est des 11 hectares. Voilà, donc cette régénération en fait, de la forêt de Mbouzi a été complètement naturelle. La raison pour laquelle aujourd'hui on a des espèces indigènes qui continuent de grandir, c'est pas parce qu'on vient y mettre des graines, c'est parce qu'il en reste dans le sol. Et qu'après cette période d'exploitation, on a tout un pool de graines qui continue de lever. On a encore ce qu'on appelle des semenciers, donc des grands pieds mères qui fournissent du fruit pour le sol, qui continuent de produire donc, des jeunes plants et qui restructurent en fait, ces parties qui ont été complètement défrichées. Donc si je comprends bien, les 11 hectares, en arrêtant de cultiver, en permettant à la
nature de redevenir libre, en quelque sorte, les 11 hectares de forêt primaire permettent de recoloniser les 82 autres, enfin en tout cas les 70 autres hectares, c'est ça? Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a une nuance, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, nous l'homme, c'est amener plein d'espèces qui n'avaient rien à faire dans certains territoires, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Donc il y a des espèces végétales et des espèces animales dans ce titre. Nous, aujourd'hui, c'est notre plus grand combat, en fait, les espèces exotiques envahissantes, les EEE. On lutte contre ces espèces-là. Donc on compte le rat dans cette espèce. Il y a le moustique tigre qui parle un peu plus aux gens. De base, le moustique tigre, le rat aussi, il parle bien. Oui, il est en Asie de base. C'est l'homme qui l'a ramené, par erreur, mais c'est l'homme qui l'a ramené. Il y a beaucoup d'espèces végétales qui étaient de base ornementales pour les jardins, etc. Le galabert, le lantana camara, en fait, c'est une espèce qui aujourd'hui recouvre tulipier du Gabon aussi. Le tulipier, l'avantage, c'est que c'est un arbre très gros, très massif, donc qui prend du temps à pousser. Le lantana, le mboissera, du coup, il est très rapide. Il grandit très rapide. En fait, c'est un arbuste qui buissonne et il peut produire, un plant peut faire plus de 1200 graines à l'année. Donc il se multiplie, il résiste super bien à la sécheresse. Enfin, c'est un peu des plantes survivantes quoi, qui peuvent affronter tous les problèmes. Et aujourd'hui, nous, on estime entre 9 et 20 hectares de l'îlot qui est colonisé par cette espèce. Les espèces exotiques envahissantes, en général, elles profitent d'une détérioration du milieu. Donc sur l'îlot Mbouzi, c'est l'agriculture, c'est l'ouverture des milieux, c'est la déforestation concrètement. Et en fait, ces espèces qui sont hyper opportunistes et qui peuvent croître avec un rien, colonisent le milieu. Donc aujourd'hui, nous, si on le laisserait faire, on arrive en fait à un combat un peu équilibré entre un quart de l'îlot qui est envahi en fait par ces espèces et et le reste en fait qui comprend les 11 hectares originels et qui du coup arrive à pousser parce que soit le lantana n'a pas réussi à grandir ou parce qu'il y a eu une sorte de combat où il y a une espèce indigène et quelques espèces exotiques. Comment on lutte très concrètement contre ce lantana? On déplante? C'est comment on fait? Le lantana, on l'arrache. En saison sèche, c'est plus facile. Il sort un peu mieux du sol. Et nous, ce qu'on fait, on le dispose en andin. Donc on fait des tas avec le lantana en plein soleil. Il crame en quelques semaines et ensuite là on a mis en place un suivi pour voir si cette technique en fait est vraiment effective et si on doit broyer le lantana, etc. Là le lantana il est assez facile. Il y a d'autres espèces où c'est vachement plus compliqué. On a les chocas par exemple, les chocas qui en plus pareil fructifient en grand nombre avec leurs inflorescences de plusieurs mètres de haut C'est en fait les tiges qui recouvrent les arbres, c'est ça? Du coup donc les chocas donc c'est les agaves et en effet voilà les tiges immenses qui sont au-dessus des arbres, c'est les inflorescences. C'est une fleur gigantesque. Et ça étouffe en fait la végétation naturelle. Alors ça étouffe, ça prend la place. Alors le choca, peut-être moins que d'autres, mais par exemple le tulipier qui est un grand arbre, il va faire de la compétition pour la luminosité, évidemment pour l'eau, et aussi des fois de la compétition pour, ça peut être les pollinisateurs, ça peut être pour les disperseurs de fruits. Donc tout ça en fait, une espèce exotique envahissante qui arrive dans un milieu qui est en bon état. Il n'y a pas vraiment de problème en soi, parce que le milieu il est résilient. S'il est en bonne santé, il est résilient. Après une ouverture du milieu par l'homme pour de l'agriculture, etc., en fait, le milieu il est complètement déséquilibré et c'est la porte ouverte aux entrées. Et souvent, ce n'est pas l'entrée d'une seule espèce. Nous, oui, on a le lantana en majorité, mais on a aussi du leucéna, on a du choca, on a des lianes corail, on a tout un panel d'espèces exotiques envahissantes qui sont pour la plupart référencées dans les 100 espèces les plus envahissantes du monde. Elles sont communes avec la Réunion, avec Madagascar, avec les Seychelles, il y en a partout ailleurs dans le monde. En fait, l'arrivée d'un cortège complet d'espèces exotiques envahissantes qui arrivent dans un milieu ouvert, ça veut dire, avant de revenir sur comment ça se passe quand la nature redevient chef, en gros, ça veut dire que vous êtes 4,5 personnes qui travaillaient sur cette réserve. Ça veut dire que toute la journée, alors peut-être pas toutes les personnes, mais toute la journée, il y a une équipe qui est sur l'îlot et qui déplante, qui arrache, qui repère, comment ça se passe? Alors nous, on est basé à Dembéni, on n'est pas tout le temps sur l'îlot, on essaye d'y être au minimum une fois par semaine.
On a des sessions qui sont dédiées à l'arrachage d'espèces exotiques envahissantes. Des fois, on le fait que nous. Des fois, on le fait avec des assos, avec des scolaires, avec des groupes bénévoles. Ça nous arrive souvent de fonctionner comme ça. Et c'est même d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne le plus avec les bénévoles. Il y a beaucoup de monde qui a envie d'arracher du lantana. Et c'est vrai que ça fait des journées sympas. On se serre bien les coudes et on passe des journées à transpirer. Mais voilà, c'est des journées dédiées avec des bénévoles. Pourquoi qu'une fois par semaine? Nous, on a envie d'y être toute la journée, toute la semaine. Mais évidemment, il y a d'autres choses à faire, quoi. Il y a du bureau, il y a de la cartographie, il y a de la saisie de données, il y a un peu de recherche, on encadre des stages, on fait beaucoup de choses. Et même si les espèces exotiques envahissantes, c'est l'ennemi public numéro 1 chez nous, on a d'autres choses à faire aussi, quoi. Alors, il y a une personne qui travaille à temps complet sur la lutte contre le rat. Oui. Et pourquoi? Alors, C'est si envahissant que ça? Alors, oui. Donc le rat, bon, on sait, hein, il y a des rats partout, c'est l'essence même du mot envahissant, donc on sait à quel point il est plastique, il s'adapte à n'importe quel milieu, autant les égouts de Paris qu'une forêt primaire. On les voit dans les arbres, à Mbouzy, ils sont presque mignons, hein, et c'est des petits mammifères dans les arbres, on pourrait croire que ça vient d'ici, alors que finalement, tout ce qu'on voit, c'est que le rat, et c'est connu dans le monde entier, c'est une des espèces qui a le plus fort impact sur la biodiversité. Le rat, il peut s'attaquer aux graines des arbres et les empêcher de germer. Il peut s'attaquer aux plantes directement. Nous, sur la vanille de Humblot, donc qui est une vanille endémique de la région, on retrouve des traces dedans parce que les vanilles, donc c'est des orchidées, elles renferment beaucoup d'eau et donc le rat en saison sèche, il a un peu faim, il va croquer ce qui est tendre. Il va manger les œufs des oiseaux marins, il peut manger des insectes, il peut transmettre des maladies entre les plantes. Enfin, ça c'est peut-être, je vais peut-être pas trop m'avancer là-dessus, mais en tout cas, le rat c'est un vrai fléau pour la biodiversité, au même titre que le chat l'est aussi. Le chat en métropole, par exemple, les oiseaux des jardins contre les chats, c'est terrible. Mais ici, on a de la chance, on n'a pas de chat. Je suis bien content de ne pas avoir à gérer les chats sur Mbouzy. Mais les rats, c'est déjà un travail. Et du coup, en effet, Paul, lui, on taffe à plein temps, c'est d'essayer de les retirer. Alors, comment on fait ? Comment on fait? Alors, mondialement, ce qui fonctionne le mieux, et c'est les anglo-saxons les meilleurs là-dedans, c'est avec donc un épandage de biocides sur le site. Oui, mais enfin ça tue aussi d'autres bestioles. Et justement, et ça fait partie intégrante du protocole donc, de faisabilité de cette dératisation. Ça fait plus de 2 ans, donc on est sur l'étude de faisabilité. Parce qu'on ne veut pas faire de bêtises. On est des écologues, des amoureux de la nature. Bien sûr, on n'a pas envie de faire de bêtises. L'avantage, c'est qu'il y a une documentation qui est vraiment épaisse sur le sujet, mais chaque site a ses spécificités. Bien sûr. La spécificité de Mbouzy, c'est qu'il y a des maquis. Aujourd'hui, on est confronté à un souci, c'est que les tests qu'on a faits nous ont montré qu'il y avait potentiellement un risque avec les maquis. Nous, on ne veut surtout pas prendre de risques avec les maquis. Les maquis, on les suit tous les 2 ans, on fait des comptages, on prend des photos, on amène les jeunes, on a fait un panneau qui va être installé sur le sentier dédié aux maquis. Enfin, voilà, on les a quand même un peu dans notre cœur. Et surtout, les gens, en fait, quand ils pensent à Mbouzy, ils pensent maquis tout de suite. C'est ancré dans l'histoire du site. Et aujourd'hui, nous, en fait, on s'est rendu compte que si on y allait à l'aveugle, évidemment, on ne l'aurait pas fait. Il y avait un risque pour les maquis. Et là, on met tout en œuvre pour trouver une solution. Alors, ça passe un peu par de la recherche et développement. On contacte des scientifiques un peu du monde entier. Mais ça n'a jamais été... personne n'a jamais été confronté à une dératisation sur une île qui est habitée par des primates. Et là, c'est une première mondiale si on y arrive. Et là, clairement, c'est pas évident parce que, en fait, on repart presque de zéro. Alors, donc, sans utiliser le biocide, vous faites comment aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même s'en occuper un peu. Et je sais que vous avez des opérations régulières. Ouais, on a donc aujourd'hui, vu que le projet RECIM est exclusivement axé sur le rat et son impact et comment le retirer. On a un peu levé le pied sur ces opérations-là parce qu'on a fait des études de population, etc. Donc on essaie de se baser sur quelque chose qu'on connaît. Mais à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on installait par exemple des ratières. Plus de 70 ratières sur les zones autour de la vanille quand c'était les périodes de floraison, parce que les fleurs c'est encore plus tendre que les individus. Des ratières vers les nids des pailles en queue qui nichent sur l'île Mbouzy pour diminuer la pression en fait autour de ces endroits-là. C'est discutable sur retirer un peu de rat. Il y a quelques études qui montrent qu'en fait en retirer qu'un petit peu,
fait un peu un effet avec une rétroaction positive en fait, avec une petite latence où en fait si on en enlève un petit peu pendant un moment, il y en a encore plus qui reviennent derrière. Donc aujourd'hui, et c'est hyper coûteux comme en effort physique en fait ces trucs-là parce que on doit aller sur les, je vois l'îlot là, je sais où est-ce qu'on doit aller. C'est sur des pentes à 45 degrés avec 70 ratières, le matériel. Il faut venir tous les jours pendant 3 semaines, un mois pour enlever les prises. Pour enlever parce que ça se fait pas n'importe comment. Si on attrape des rats, ça veut dire qu'il faut les tuer. Ça se fait pas n'importe comment. On a eu l'aval évidemment toute la communauté scientifique avant de faire ces choses-là à l'époque, mais c'est ce qui se fait en fait très localement, quoi. Alors, on a dit la nature, l'île Ombouzy est devenu pour les scientifiques et de Mayotte le lieu où on peut observer comment la nature reprend ses droits et comment elle reconquiert des terrains qui étaient perdus. Comment ça veut dire quoi? Parce que c'est plein d'espérance en fait, et concrètement ça veut dire quoi? Concrètement, l'intérêt d'une réserve naturelle, c'est qu'on peut observer. C'est vraiment l'observation en fait, et l'observation sans l'impact de l'homme, ou en tout cas avec un impact minimal. Parce qu'on peut y aller sur la réserve, elle est ouverte toute l'année à n'importe qui, mais avec quelques règles très simples. Pourquoi la réserve c'est intéressant pour un territoire? C'est qu'on observe ce qui se passerait si on faisait ça, si on faisait ça sur d'autres endroits à Mayotte par exemple. Il y a une nouvelle réserve qui va arriver bientôt, la réserve des forêts. On sait que les réserves ont le potentiel de rendre à un territoire leur éclat par justement arrêter la déforestation, limiter les perturbations, ça peut être sonore, ça peut être les feux, la présence en fait, rien que la présence dérange, peut déranger en tout cas certaines espèces. Et Mbouzy, clairement, quand on y va, c'est sérénité, c'est les oiseaux, c'est les insectes en pagaille, c'est un peu le témoin en fait d'un Mayotte d'avant, d'un point de vue nature en tout cas. Donc ça permet sur la base de ces observations d'avoir comme une espèce de guideline pour faire gagner du temps à ceux qui arriveront derrière sur d'autres zones. C'est ça qu'il faut comprendre. Clairement, en tant que première réserve de Mayotte, oui, elle va avoir ce rôle-là, ce rôle d'exemple un peu. C'est l'objectif. Nous, il y a plein de choses en fait sur lesquelles, vu que chaque territoire a ses spécificités, nous en plus on est une réserve terrestre et marine, ça implique des choses encore particulières. Heureusement qu'il y a un réseau qui s'appelle Réserve naturelle de France, qui est une association donc, qui en fait réunit toutes les réserves de France et d'outre-mer, et ça permet d'avoir des échanges et des retours d'expérience des réserves du monde entier. Alors là, il y a plein de gens qui nous ont écoutés, qui ont été passionnés par ce que vous avez dit et qui se disent bon, allez, moi ce week-end, je prends mon petit bateau et je vais faire une petite balade à l'île Ombouzy. Avec grand plaisir. C'est possible. C'est absolument possible, oui. Il y a quelques règles donc, à respecter, ce que je disais. Pour la partie marine, il y a une vitesse qui est limitée, c'est 5 nœuds. C'est très lent, mais c'est une réserve naturelle et il y a tout le reste du lagon pour ne pas être à 5 nœuds. La réserve marine est délimitée par 4 balises jaunes qui sont aux 4 coins de l'îlot, tout le monde les connaît. On n'a pas le droit de jeter l'ancre juste dans la réserve, mais il y a des mouillages écologiques donc, qui sont présents à quelques endroits, pas partout, mais à quelques endroits. On peut très bien donc, ensuite aller sur l'îlot, aller se promener en forêt, ensuite aller se baigner, aller voir les coraux, passer la journée sur l'îlot. Juste pour les règles un peu terrestres, on ne va pas arracher de plantes. On ne va pas en planter de nouvelles, on ne va pas aller chasser, on ne va pas faire de feu. Mais voilà, en fait. Et c'est important de le rappeler parce que la réglementation est simple, en fait. C'est juste du bon sens. En fait, la plupart de la réglementation, c'est ce qu'on ne ferait pas si on a une bonne conduite en forêt, n'importe où, réserve ou pas réserve. Juste, c'est pour garantir que ça ne soit pas le cas. On a encore récemment trouvé un feu qui a été fait sur l'îlot. Souvent, c'est de la présence de nuit, souvent pour du braconnage. Donc, oui. Tout le monde ne respecte pas cette réglementation, mais l'îlot Ombouzy, on peut y aller comme on va sur l'îlot Bandrélé, comme on va sur l'îlot Mtsamboro, avec juste en tête qu'on est dans un endroit protégé qui demande une certaine attention
pour ne pas faire de bêtises en fait. Donc en fait, on a le droit d'y faire un pique-nique. On a le droit d'y faire un pique-nique sans feu. En posant son bateau, voilà, donc pas de volet. Pas de volet. En accrochant son bateau à une espèce Au de mouillage, bouée, ouais, voilà, c'est ça. prévue à cet effet. Et puis surtout, la bonne idée, c'est de repartir avec ses déchets, hein, Exactement, de ne pas ouais. les laisser sur place pour permettre qu'ils restent beaux. C'est ça. Nous, ramasser les déchets, c'est une de nos missions. Et clairement, si tout le monde repart avec un déchet en plus de ceux qu'il a amené, on va déjà vers un bon sens. Merci beaucoup, Louis Magnier. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.